Alors la leçon en cours est quelques applications de la propagation de la lumière. On a déjà vu que la propagation de la lumière se fait de manière rectiligne. La première application, c'est au niveau de la chambre noire. Qu'est-ce qu'une chambre noire? La chambre noire, c'est une boîte noire et percée. D'un côté, il y a un trou dont le diamètre est variable qui sert de sténopée. De l'autre côté, il y a l'écran constitué d'un papier calque. C'est un milieu translucide qui sert d'écran. Alors, comment se forme la lumière au niveau de la chambre noire? Au niveau de la chambre noire, puisque la lumière se propage de manière rectiligne, alors chaque point, tout point de l'objet éclairé envoie un rayon qui traverse le sténopée de manière rectiligne et se pose sur l'écran de l'autre côté. Et de cette manière, l'image, on voit bien qu'elle est inversée. Ça veut dire que le haut devient en bas, et bien sûr le droit devient à gauche. Et c'est ce qu'on voit dans cette conclusion. Si vous avez un objet éclairé placé devant la face percée de la chambre noire, le rayon lumineux provenant de l'objet, alors si l'objet n'était pas une source primaire, il va provenir d'une source primaire, il va être réfléchi par un point de l'objet, et il va traverser le sténopée de l'autre côté pour arriver à l'écran. Si normalement tout point de l'objet il envoie un rayon, et nous on ne peut pas tracer tous les points, on ne trace que les points limites, et ainsi l'ensemble des taches lumineuses formées sur l'écran forme une image renversée qui rend tout ce qui est à droite à gauche et tout ce qui est en haut en bas. Et on peut même donner un exemple, ça veut dire si on a l'image de la lettre P, ça va devenir la lettre B, ça veut dire le haut va devenir en bas et la droite va devenir à gauche. Alors les facteurs qui vont agir sur l'image, il y a plusieurs facteurs qui peuvent agir sur l'image. Premièrement, c'est la taille du sténopée. Plus la taille du sténopée est grande, plus l'image devient floue. Alors là, vous voyez que l'image est nette, et là, l'image devient floue, vu que la taille du sténopée est grande. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'image d'un point ne devient pas un point. Alors là, vous avez l'image de ce point, c'est selon ce point-là. L'image de ce point-là, lorsque le sténopée est grand, devient toute une tache. Alors là, on ne peut pas distinguer l'image nette, elle devient floue, car l'image d'un point n'est plus un point, c'est toute une tâche. Le deuxième facteur, c'est la distance objet-sténopée. Plus la distance objet-sténopée est courte, plus l'image devient grande. Là, vous avez la distance objet-sténopée est grande, vous avez l'image petite. Là, vous avez la distance objet-sténopée est petite, l'image devient grande. Il y a un troisième facteur, c'est la profondeur de la chambre noire. Dire profondeur de la chambre noire, c'est dire la distance écran sténopée, c'est ça la profondeur de la chambre noire. On va voir comment ça peut agir sur l'image. Alors plus la profondeur de la chambre noire est grande, plus l'image devient grande. Si on éloigne un peu l'écran de ce côté-là, l'image va devenir grande. Ça veut dire, je vais écrire là. Si vous avez l'écran comme ça, vous avez le trou là, vous avez l'objet AB là, vous aurez l'image inversée comme ça. Si la distance écran sténopée est grande, la profondeur de la chambre noire devient grande, l'image va devenir là, c'est B', B seconde, A seconde, vu que l'image c'est A', B'. On voit bien qu'elle est renversée, mais elle devient plus grande. C'est un troisième facteur qui agit sur l'image. Alors là, pour résumer, il y a trois facteurs qui peuvent agir sur l'image. C'est la taille du sténopée qui agit sur la luminosité et sur la netteté de l'image. La distance écran sténopée qui agit de manière directe, proportionnellement directe, ça veut dire que plus la profondeur de la chambre noire est grande, plus l'image est grande. Et là, un autre facteur, c'est la distance objet-sténopée. Plus elle est grande, plus l'image est petite. Plus elle est petite, l'image devient grande. C'est une proportionnalité à l'envers. Alors là, vous avez un résumé de ce que je viens de dire. Le diamètre du sténopée plus premier facteur, c'est le diamètre de sténopée, plus l'ouverture du sténopée est grande, plus l'image est floue et lumineuse. La distance objet-sténopée agit de manière du fait que plus la distance objet-sténopée est grande, plus l'image est petite, et bien sûr, ça peut être à l'envers, plus la distance objet-sténopée est petite, l'image devient grande. Et la profondeur de la chambre noire, qui est le troisième facteur, ça agit de manière
directe. Plus la distance écran sténoté est grande, plus l'image devient grande. Deuxième application de la propagation de la lumière, propagation rectiligne. Ça s'appelle le diamètre apparent. Qu'est-ce qu'un diamètre apparent? C'est l'angle sur lequel on voit un objet. Tout objet est vu suite à un angle. Alors là, sous l'angle alpha, on peut voir là, et en même temps, on peut voir l'écran. Alors on dit que alpha, c'est le diamètre apparent. Et vu que ce alpha est si petit, on peut estimer que c'est égal à sa tangente. Sa tangente, c'est quoi? C'est la hauteur de l'objet divisée par la distance objet-observateur. Ça veut dire que le diamètre apparent est égal à la hauteur de l'objet divisée par la distance objet-sténoté. Maintenant, vu que l'arc et le crayon sont vus au même angle, ça veut dire qu'ils auront le même diamètre apparent, qui est égal à petit h sur petit d, c'est celui de crayon, et grand H sur grand D, c'est celui de l'arc. Et vu qu'ils sont vus tous les deux sous le même angle, ça veut dire qu'ils seront égaux. On dit que le diamètre apparent est égal. On se sert de cette relation surtout pour trouver la hauteur des immeubles ou pour trouver la hauteur d'un objet qu'on ne peut pas atteindre. Mais on doit reconnaître ou on doit chercher la distance qui nous sépare de cet objet pour pouvoir déduire sa hauteur. Alors, troisième application, ce sont les ombres. Les ombres, on va les diviser en deux parties. Vous avez des ombres dues à des sources lumineuses ponctuelles et des ombres dues à des sources lumineuses étendues. Si on commence par les sources lumineuses ponctuelles, on admettons toujours que, en adoptant toujours la propriété de la lumière, qui se propage de la lumière rectiligne. Alors, vous aurez un objet opaque là, bien sûr, il ne va pas laisser passer la lumière. Alors, les rayons extrêmes, ce sont ces deux-là. Ça veut dire que cette partie sera privée de tout rayon lumineux. Ça veut dire c'est l'ombre, on l'appelle l'ombre portée, c'est l'obscurité totale. Alors, dans ce cas-là, on aura deux zones au niveau du corps opaque. C'est une zone éclairée qui est face à la source lumineuse et une zone obscure de l'autre côté qui est appelée l'ombre propre. L'ombre propre se trouve sur l'objet opaque lui-même, l'objet opaque qui est éclairé lui-même. Puis, en suivant la zone d'ombre, on aura sur l'écran deux zones. Une zone éclairée et une zone opaque, obscure, où aucun rayon lumineux ne l'attend. On appelle l'ombre portée. Pourquoi il est porté? Parce qu'il est c'est l'ombre propre de l'objet opaque qui est transporté jusqu'à l'écran. La zone d'ombre, c'est la zone qui contient l'ombre de cet objet. Ça veut dire dans toute place de cette zone, on peut placer l'écran et on aura l'ombre de cet objet. C'est une zone qui contient l'ombre de cet objet. Alors dans n'importe quel point de cette zone, on peut avoir l'objet de corps opaque. Pour résumer, vous aurez ici les zones dont je viens de parler. En plaçant un corps opaque entre une source lumineuse ponctuelle et l'écran, on remarque au niveau du corps opaque de zone éclairée et zone obscure appelée l'ombre propre. Et au niveau de l'écran, on remarque aussi deux zones éclairée et zone obscure appelée l'ombre portée. Et bien sûr, l'espace situé entre l'ombre propre et l'ombre portée s'appelle le cône d'ombre. C'est une zone où il y a l'ombre du corps opaque. Dans toute place de cette zone, on peut placer, dans tout emplacement, on peut placer l'écran, on obtient l'ombre portée de l'objet opaque. Deuxième cas, c'est si toutefois la source lumineuse n'est pas ponctuelle, ça veut dire elle est étendue, elle peut être étendue vu que la taille est grande ou vu que tu as deux sources ponctuelles, S1, S2. On a deux cas, soit que tu as la source étendue et elle est grande, soit que tu as la source, tu as deux sources ponctuelles. Alors dans ce cas-là, si la source est étendue, on aura une autre zone sur l'écran. Alors, si on suit les deux extrémités de la source primaire, étendue avec les deux extrémités de l'objet opaque, on aura une zone obscure qui n'atteint où aucun rayon lumineux n'atteint. Cette zone s'appelle toujours l'ombre portée. Vous avez toujours deux zones à ce niveau-là. Zone obscure s'appelle appelée l'ombre
on inverse les deux extrémités, on met le rayon provenant du bas de la source étendue avec le haut de l'objet opaque et l'inverse de l'autre côté, on aura une zone appelée pénombre. C'est une zone qui est atteinte par quelques rayons, mais non atteinte par tous les rayons. Ça veut dire que à partir de ce point-là, ce point de la source étendue commence à éclairer. Ça veut dire d'ici à là, il va commencer à éclairer. Si on prend un autre point, par exemple celui-là, alors d'ici à là, il va commencer à éclairer. Ça veut dire que cet espace gris n'est pas atteint par tous les rayons. Et pourtant, le reste, il est atteint par tous les rayons, il est appelé zone éclairée. Alors vous aurez trois zones au niveau de l'écran. Zone éclairée, zone pénombre, appelée pénombre, c'est la zone éclairée par quelques rayons, mais non atteinte par d'autres, et zone sombre, où aucun rayon lumineux ne l'atteint, appelée l'ombre portée. Et pour résumer, on a la même chose. Si la source lumineuse est étendue, vous aurez deux zones sur le corps opaque, zone éclairée et l'ombre propre, dont j'ai parlé tout à l'heure, et trois zones au niveau de l'écran, zone éclairée, pénombre qui est une zone qui est éclairée par quelques rayons, mais non éclairée par d'autres, et zone obscure, appelée l'ombre, l'ombre portée. Alors là, vous aurez une autre partie de la leçon. C'est le mouvement de la Terre et de la Lune. On est toujours dans l'application de quelques applications de la propagation rectiligne de la Lune. Alors, si on voit ce schéma-là, on peut même distinguer que vous aurez une rotation de la Terre sur elle-même, une rotation de la Lune sur la Terre, et une rotation de la Terre autour du Soleil. Vu l'échelle avec laquelle est dessiné ce schéma, on peut même distinguer que la durée diffère d'un mouvement à l'autre. Le mouvement qui dure la plus petite durée, c'est celui de la Terre. Et on sait tous que la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. La Lune tourne autour de la Terre en un mois hijri, c'est-à-dire 4 semaines. Et la Terre tourne autour du Soleil en une année. Et chaque rotation est responsable d'une alternance qu'on voit toujours. Par exemple, la Terre qui tourne autour d'elle-même, c'est l'alternance du jour et de la nuit. La Lune qui tourne autour de la Terre, c'est ça qui est responsable des phases de la Lune et de comment on date le mois hijri. Et la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est elle qui est responsable de l'alternance des saisons ou de la succession des saisons. Alors c'est ce qui est écrit là. Et comme remarque, et c'est très intéressant là, le plan de la trajectoire de la Lune est incliné par rapport à celui de la Terre. Alors c'est très intéressant. Si la Terre fait sa trajectoire comme ça, alors la Lune va faire en adoptant un autre plan. Et vous voyez bien que le plan adopté par la Terre n'est pas le même que celui adopté par la Lune. Les éclipses. On est toujours dans le même thème. On est toujours dans l'application de la lumière. Alors là, on a le Soleil en tant que source étendue, et l'objet opaque, c'est la Lune. Normalement, les éclipses ne sont assurées que si les trois astres sont alignés. Ça veut dire le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Et c'est rare. C'est très rare, vu qu'on a dit que le plan de la trajectoire de la Terre est incliné par rapport à celui de la Lune. Alors c'est rare de trouver la Lune, la Terre et le Soleil alignés. Mais si toutefois ça s'aligne, si vous avez la Lune entre la Terre et le Soleil, dans ce cas-là, la Lune c'est le corps opaque, le Soleil c'est la source étendue, et dans ce cas-là, vous aurez un condambre. Si ce condambre tombe sur la Terre, dans ce cas-là, vous aurez l'ombre portée sur la Terre. C'est là que vous aurez une éclipse. Une éclipse de quoi? C'est l'éclipse du Soleil. Ça veut dire que les gens qui habitent là ne peuvent plus voir le Soleil. Et c'est quoi l'éclipse normalement? L'éclipse, éclipser, le verbe éclipser, ça veut dire cacher. Alors, les gens qui se trouvent là ne voient pas le Soleil, ça veut dire qu'il est caché derrière la Lune. Et bien sûr, vu que le Soleil c'est une source étendue, on aura pénombre. Le pénombre
lune sur Terre, ils vivent une éclipse partielle du Soleil. Et les gens qui sont de l'autre côté, bien sûr, ils peuvent voir le Soleil, sauf bien sûr ceux qui se trouvent de l'autre côté, ça fait nuit. On parle de ceux où il fait jour. De l'autre côté, vous aurez encore l'éclipse de la Lune. L'éclipse de la Lune s'effectue lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Dans ce cas-là, si la Lune se trouve dans le condor de la Terre, dans ce cas-là, en pleine Lune, ça veut dire normalement la phase, vous avez la phase de la Lune qui est dans ce cas-là, c'est la pleine Lune, ça veut dire normalement les gens qui se trouvent là, ils doivent voir toute la Lune, elle est du côté éclairé, vu que la Lune, elle est un peu déviée de la trajectoire de la Terre, ça veut dire qu'elle se trouve près, par exemple, là. Alors les gens qui se trouvent là, lorsqu'il fait nuit, puisqu'il fait nuit dans ce côté-là, de ce côté-là, ils voient le côté tout éclairé de la Lune, ça veut dire qu'il fait pleine Lune. Mais si toutefois l'alignement est assuré, vous aurez dans ce cas-là l'éclipse, on appelle l'éclipse lunaire. Ça veut dire en pleine Lune, on ne voit pas la Lune. Ça veut dire, normalement, on doit voir toute la Lune éclairée et on ne la voit pas vu cet alignement. Alors, c'est ce qui est écrit là aussi. Vous avez le résumé là. C'est ce que je viens de dire. Les phases de la Lune. C'est quoi les phases de la Lune? Ça veut dire tout au cours de la rotation de la Lune autour de la Terre, on aura des phases de la Lune. C'est quoi les phases de la Lune? Ça veut dire les vues de la Lune à partir de la Terre. Alors vous avez normalement vu les côtés éclairés de la Lune, le Soleil se trouve là. Alors toujours, c'est la même face qui est du côté du Soleil qui est éclairée à partir de la Lune. Mais un observateur de la Terre ne voit pas toujours la partie éclairée. Alors celui-là, il peut voir cette partie, ça veut dire qu'il peut voir seulement la moitié éclairée et la moitié obscure de l'autre côté. Si c'est cette phase, l'observateur va voir tout éclairé et c'est la pleine Lune. Si l'observateur se trouve de ce côté-là, alors bien sûr, il va voir la partie droite qui est éclairée. Et si l'observateur se trouve là, il va voir la nouvelle Lune. Il ne va rien voir. Alors si on veut numéroter, cette vue-là, elle correspond à celle-là, vu que l'observateur qui regarde de ce côté-là, il ne va voir que la partie sombre. Ça veut dire qu'il va voir tout un disque noir, c'est la nouvelle Lune, et ça correspond au début du mois Hijri. La deuxième, ça veut dire lorsqu'il va voir un petit croissant du côté droit qui est éclairé, c'est celle-là. Alors, un observateur placé là, il va voir cette partie-là. Et cette partie, elle correspond à la partie, un petit croissant éclairé à droite, et la majorité, elle est sombre, ça correspond à cette vue-là. Et la même chose, vous aurez celle-là, la troisième vue, ça veut dire une semaine passée par rapport au début du mois Hijri. Quatrième, c'est là. Cinquième, c'est celle-là. Bien sûr, ça correspond à la moitié du mois Hijri. Sixième, c'est celle-là. Septième et la huitième. Et ça se renouvelle. Alors, si vous êtes arrivé là, le mois Hijri est terminé et ça commence. Et c'est le début d'un nouveau mois Hijri. Alors, le soleil éclaire toujours une moitié de la nuit, mais l'observateur terrestre ne voit qu'une partie, la totalité ou pas du tout cette partie éclairée. Ça dépend de l'emplacement de la Lune par rapport à l'observateur. Alors, les 4 phases les plus intéressantes sont ces 4 phases-là qui sont espacées par une semaine. C'est pourquoi, pour passer de cette partie à cette partie, c'est une semaine, c'est déjà une semaine du mois Hijri. C'est pourquoi j'ai mis seulement les 4 phases intéressantes. La nouvelle Lune, c'est le début du mois Hijri. Le premier quartier, ça correspond à cette phase. La 5e phase, c'est la pleine Lune, où on voit toute la Lune éclairée. Et la dernière phase, c'est le dernier quartier. Et puis ça se renouvelle. Et merci pour votre